Bonjour peuple congolais, c'est votre frère Christian Bolabiama, membre de la plateforme Peuple Mokonzi et puis membre du Front Citoyen. Aujourd'hui je parle donc d'un sujet qui dérange sur le net, c'est celui de Azares Rouberois. Azares Rouberois, depuis les États-Unis, il a accordé une interview à un compatriote congolais qui réside dans l'interview. Il donne sa position clairement, qu'il est rwandais, qu'il est rwandais et il le resterait. Donc, c'est-à-dire, il est touti et donc il est bien vraiment touti, donc il est bien dans sa peau. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, nous constatons un fait avéré, c'est que il y a 20 ans, quand ils ont fait l'incursion sur le Congo pour occuper notre pays, et avec différents mouvements rebelles, dont celui piloté par lui-même, donc nous avons cité le RCD Goma, puisqu'il y en avait plusieurs, et leur mot d'ordre, c'était occuper le Congo, reconquérir le Congo, donc parce que les Banyamulenge, donc une tribu au Congo qui était, n'est-ce pas, minoritaire et marginalisée. Donc, ce faisant, aujourd'hui, ils changent de Kazakh pour porter celle de Tutsi. Mais moi, je dis donc, il n'est pas à sa première édition, puisque il y a 3 ans, 4 ans, quand il y avait problème de concertation, il avait aussi sorti son stratagème, comme il le fait maintenant, pour parler toujours de la minorité Tutsi à protéger. Donc des Rwandais, donc minorité Tutsi à protéger, mais lui il dit minorité Tutsi, donc Tutsi congolais. Donc nous sommes obligés de répondre à ce monsieur parce que ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Il se croit très protégé par rapport à d'autres Congolais et il le fait juste de telles déclarations juste aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Quand est-ce qu'il le fait? Il le fait, donc il donne sa position, il accorde une interview au moment où il y a de grands enjeux politiques au pays. Il le fait sciemment pour déranger certains programmes, voilà, donc constitutionnels, pour déranger certaines positions qu'a prises, n'est-ce pas, certaines organisations internationales à l'encontre de l'actuel président imposté, son frère. Donc, nous avons cité Hippolyte Kanambe. Donc maintenant, lui, il a dit, il est Tutsi, il l'affirme, et c'est ce que nous dirions, nous sommes Congolais, et nous l'affirmons, nous sommes Congolais. Donc Azares Rouberois est fier d'être, nous posons maintenant cette question qui est aussi notre sujet d'aujourd'hui. Azares Rouberois est fier d'être Rwandais ou Tutsi. C'est là où moi je ne comprends pas. Puisque on est fier de son identité, n'est-ce pas, tribale ou ethnique, mais de son identité donc nationale. C'est-à-dire, puisqu'on est en dehors du pays, on doit porter cette fierté nationale pour hisser, n'est-ce pas, sa nationalité, pour donner, n'est-ce pas, mettre vraiment en valeur pour, n'est-ce pas, porter cette fierté au niveau des autres nations et au niveau des autres peuples. Mais lui, il se démarque même quand on le met dans son contexte habituel, donc le Rwanda, il se décale des autres peuples, des Pygmées et des Bantous, donc Hutus. Donc lui, il s'est dit, il est Tutsi. Alors chez nous, au Congo, il n'y a pas de Tutsi congolais. Donc il faut que Azares Rouberois lise bien les ethnies
toutes les ethnies et tribus du Congo depuis 1885. Ça, c'est de 1. Et puis, nous allons situer rapidement, pour comprendre sa logique ou sa détermination, il faut le mettre en face de certaines situations historiques, et géographiques pour avoir des réponses plausibles. Et puis, il faut aller dans le sens de préciser certaines notions aussi au niveau de l'Afrique, notamment donc sur la notion sociologique du Congo, sur la notion anthropologique du Congo. Donc sociologiquement, donc ou anthropologiquement, on n'a pas connu de peuple Tutsi dans le territoire aujourd'hui appelé Congo, anciennement État indépendant du Congo. Et ça, c'est avant même l'arrivée de Blanc, avant le partage et après, donc dans l'état moderne, donc dans la sociologie, et on n'a pas connu ce peuple, mais on a connu d'autres peuples d'Afrique, dont certainement les Tutsis, parce que à partir de 1885, le Congo n'était plus le Congo des Congolais, puisqu'on doit accepter d'autres peuples aussi à venir s'installer, travailler, chercher leur vie, comme nous venons aussi dans d'autres pays du monde. Donc, c'est-à-dire, à partir de 1985, on a accepté tout le monde dans notre territoire. Donc, ce faisant, nous disons ceci, il fait de telles déclarations juste après sa conférence écuménique aux États-Unis, regroupant autant d'autorités, et il dit bien, c'est une messe où on parle de Jésus, on parle de l'amour du prochain, mais qu'avait-il fait ou qu'ont-ils fait, n'est-ce pas, au pays, alors que chaque année, depuis 2001, ils y vont pour avoir, n'est-ce pas, de l'évangile. Alors que ce sont des gens qui ont tué le pays, qui ont tué le Congo, les Congolais. Et alors, la date de 2001, nous, précédemment dans nos différentes vidéos, nous sommes appuyés sur ça parce que nous savons, depuis 2001, Kengwa Dondo avait déjà régné avec le MPR, avec le Congo, et il avait repris, n'est-ce pas, sa nationalité par le canal de son père qui est juif polonais, qui l'a mis en contact avec ses frères, n'est-ce pas, juifs américains, qui tiennent des grandes organisations internationales. Et c'est lui qui a piloté depuis 2001 le projet pour que plus tard qu'on vienne, n'est-ce pas, envahir le pays, reconquérir le pays. D'où Azérès Roubaix-Roy évoque dans sa vidéo, il il a fréquenté, n'est-ce pas, ces lobbying écuméniques depuis 2001. Et aujourd'hui, moi je me demande, hier on a vu défiler nos Congolais, nos frères congolais, leaders de certains partis politiques, on les a vus, n'est-ce pas, à l'œuvre aux États-Unis avec Roubaix-Roy l'année passée. Donc, selon que, et aussi, ils allaient, n'est-ce pas, assister à cette messe écuménique. Et aujourd'hui, on voit que Roubaix-Roy fait une vidéo pour s'appuyer dans ce sens. Est-ce que nos frères-là, ils ont des cartes de séjour pour qu'ils aillent à tout moment aux États-Unis, puisqu'ils sont résidents, ou on leur a interdit d'avoir les visas pour voyager aux États-Unis au moment où on devait organiser cette messe écuménique. Et seul Roubaix-Roy qui est parti et il fait de telles déclarations. Ça, c'est de 1. Et deuxièmement, est-ce que nos frères-là, soit ils étaient partis alors qu'ils ne veulent pas faire des vidéos au risque d'avoir une mauvaise réputation, etc. Bon, maintenant, il y a les vrais problèmes. Roubaix-Roy fait des déclarations depuis les États-Unis et il le fait depuis les États-Unis, donc dans sa stratégie. Et maintenant, donc, il veut nous mettre dans son piège. C'est ce que moi j'appelle le piège des Roubaix-Roy. Puisque il dit ceci, donc on traite de nous facilement, on reconnaît les Tutsis par le faciès. C'est pas ça le problème. Et moi je dis ceci, donc Roubaix-Roy,
il nous met dans une sorte d'ethnocentrisme et de xénophobie. C'est-à-dire, ethnocentrisme, lui, il s'est dit, avec sa tribu, ce sont des peuples supérieurs et que nous sommes des déchets. Ça, c'est de un. Et nos journalistes et nos compatriotes qui font du journalisme, ils sont pas prudents parce qu'ils rentrent dans le jeu et ils commencent à encenser Roubaix-Roy en tant qu'intello, un homme très intelligent, etc. Alors qu'un homme intelligent ne peut pas se comporter comme Roubaix-Roy, ne peut pas faire de telles déclarations, ne peut pas, n'est-ce pas, s'engager dans une rébellion pour détruire les autres peuples du monde. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Puisqu'un homme intelligent, c'est lui qui construit le pays, ou qui construit, ou qui consolide les rapports politiques, socio-économiques avec les pays voisins. Et par contre, lui étant Tutsi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient détruire, envahir et piller le pays voisin. Donc, il n'est pas intelligent. Donc, il faut arrêter avec le piège des Roubaix-Roy. Donc, il se met dans un ethnocentrisme qui le pousse, n'est-ce pas, à avoir tous les droits sur les autres, donc à être dominant et facilement vous l'encensez selon qu'il est intelligent, très intelligent. Intelligent par rapport à quoi? Par rapport à quoi très intelligent? Puisqu'il a étudié chez nous. Il peut être intelligent, mais il a été formé au Congo par des professeurs congolais. Donc, c'est-à-dire, sur ce, moi, je ne vois pas qu'il serait intelligent. Donc, parce que la science, on peut l'apprendre dans n'importe quel pays, mais du moins, quand vous venez pour détruire le pays où vous avez été, n'est-ce pas, formé, donc ça, c'est dangereux, puisque c'est comme si on a une sorte de vengeance. On veut manger les autres. Et maintenant, s'agissant de la xénophobie, il faut faire beaucoup d'attention, puisque dans la xénophobie, c'est leur arme. C'est l'arme avec laquelle ils ont convaincu les puissances du monde pour envahir les Congo, pour mettre Kabila à la tête du pays. C'est à cause de ça, puisqu'ils se sont mis en groupe, en lobby international pour se dire que voilà, nous sommes peuple meurtri, peuple minoritaire, alors on n'est pas protégé. Et les Blancs, certaines organisations internationales sont très sensibles sur la matière. Donc il faut faire beaucoup d'attention. Et aujourd'hui, le Congolais s'est réveillé pour travailler, pour déconstruire ce qu'eux, ils ont construit en amont. Nous, maintenant, on le fait en aval. Donc, ça dit, au niveau des bureaux, au niveau des institutions, organisations internationales, il y a deux thèses qui s'affrontent. Et maintenant, que font maintenant les tenants de ces organisations internationales? Ils ont dégagé une autre thèse. Donc, une thèse médiane qui prouve à suffisance aujourd'hui que les Tutsis sont envahisseurs et ils ont occupé notre pays illégalement pour cause des richesses, pour cause du pillage. Donc, il faut faire beaucoup d'attention. Sur ce, nous disons, nous Congolais, nous ne sommes pas xénophobes, nous sommes xénophiles. Ou la xénophilie. La xénophilie, c'est la sympathie qu'a un peuple envers les autres, qu'a un peuple vis-à-vis d'autres peuples. Donc, ça dit, on est ouvert, on accepte d'autres peuples. Nous sommes des xénophiles et non des xénophobes. Donc, on a montré à la face du monde qu'on n'est pas xénophobe, puisque la philosophie même ancienne de l'ancien régime s'était basée sur l'hospitalité du peuple zaïrois, du peuple congolais naturellement. Donc nous sommes peuple hospitalier par nature. Comment aujourd'hui, d'un coup de baguette, donc cette philosophie a été remplacée par la philosophie des xénophobies. Alors que nous, à la base, on est xénophiles. Donc nous sommes des peuples qui acceptent les autres, qui vivent avec les autres, et on a l'instinct grégaire. Donc voilà, et ils ont distillé des informations erronées par-ci par-là au niveau de grandes institutions internationales et pour avoir le pouvoir au Congo.
et pour avoir le pouvoir au Congo. Et voilà, ils les ont eu en son temps. Et vous savez, Robert Roy avait occupé le poste de ministre de la Défense. Il avait un grand portefeuille regroupant 9 ministères, 9 grands ministères, dont notamment le ministère de l'Intérieur, de la Justice, de Genre et Famille, tout, Défense, etc. Donc des grands ministères. Donc ça dit, moi je me demande aujourd'hui, puisque c'est lui-même qui s'est dévoilé à la face du monde, il s'en vante puisqu'il a dirigé le pays, il était vice-président et il avait en charge tous les autres, presque le ministère régalien du pays. Donc ça dit, il avait les affaires étrangères. C'est là où il a mis ses frères, ses sœurs. Le ministère des Genres et Familles, voilà, droits de l'homme. Donc il a pris de tels ministères pour prouver toujours, pour faire un grand travail de sape auprès des institutions politiques internationales. Ce travail, si on n'était pas vraiment prudent, aujourd'hui, on n'allait pas vraiment donc détruire ce qu'eux, ils ont sémé dans ces institutions-là. Puisque quand on lui donne la défense, la sécurité, et il dit bien, il a organisé la police, l'armée, etc. Non, ils ont détruit, puisqu'ils ont fait quoi? Autant d'amnistie. Autant d'amnistie, c'était pour absorber, donc c'est-à-dire mettre autant de Tutsis dans les institutions, autant des Rwandais dans les institutions, n'est-ce pas, militaires du Congo, et afin d'absorber notre élite militaire congolaise, puisque au niveau de l'élite maintenant des militaires congolais, donc il y a qui? Il y a maintenant donc pléthore des généraux, pléthore des officiers supérieurs de l'armée congolaise qui sont Tutsis, qui sont rwandais. Donc, telle a été sa mission au niveau des affaires étrangères, pareillement, au niveau du ministère des Genres et Familles. Genre et Famille, c'est la femme étant l'être faible, on doit la protéger. Alors que ce sont eux qui les violent, ce sont eux qui les assujettissent au niveau de l'Est. Et maintenant, on lui avait donné ces ministères. Et ces ministères, c'était pour faire un grand travail de sape, pour organiser des séminaires, des colloques, etc. Pour participer même au niveau international à des conférences et entrer, n'est-ce pas, à la discrimination de la femme et entrer, n'est-ce pas, à la maltraitance de la femme. Et eux, maintenant, ils avaient porté des preuves selon que les Congolais, nous les Congolais, donc on les tuait, donc on tuait leurs femmes. Donc ce sont eux qui tuaient là-bas, mais eux ils prenaient nos preuves pour les montrer, le faire déposer dans de tels bureaux afin de se justifier de certains, afin de se prévaloir de ces actes de barbarie selon que les Congolais donc tuaient leurs sœurs, leurs frères, etc. Et que les Congolais n'aiment pas la situation, c'est-à-dire l'émancipation, la promotion de la femme, alors que Mobutu en son temps l'avait déjà faite. Donc voilà un peu, puisque ce sont des notions très sensibles au niveau de la communauté internationale. La question des genres, famille, donc de la femme, de la parité femmes et hommes, de la parité femmes-hommes au niveau des entreprises, au niveau du travail. Les Blancs en sont très sensibles. La question des droits de l'homme concernant, n'est-ce pas, la minorité, ils en sont vraiment très sensibles. Et alors que lui, il s'en vante en tant que ministre de la Défense, en tant que juriste de surcroît. Donc, il avait été, n'est-ce pas, à la base de la rédaction même de notre Constitution. Et il dit même, il connaît même ses phrases, sont dedans, c'est une bonne Constitution. Donc, mais maintenant, il revendique autre chose. C'est là où nous ne comprenons pas. Parce qu'il s'agit de limiter les mandats présidentiels et que son frère arrive, n'est-ce pas, son mandat arrive à échéance en novembre et qu'il doit quitter le pouvoir. Et aujourd'hui, il cherche des stratagèmes, des pièges pour changer la donne au niveau de la politique nationale et internationale en proposant aux Congolais le dialogue. Et au niveau de l'international, il sillonne le monde pour convaincre certains lobbies comme il le faisait auparavant, sauf qu'aujourd'hui la situation a tout changé.
Donc moi je vois que c'est une situation qui change de nature parce que ils veulent créer un chaos au Congo et aujourd'hui ils inventent d'autres histoires puisqu'il fait cette déclaration aujourd'hui et à Washington. Et cette vidéo, donc je suis persuadé qu'il a amené auprès de leur lobbying pour voir comment la situation prévaut au pays par rapport à la minorité Tutsi, alors que sur le plan constitutionnel, donc il n'y a plus de minorité, donc toutes les ethnies sont minoritaires. Et nous, en son temps, quand on grandissait, on savait qu'il y avait une minorité au pays. Chez nous, c'était des pygmées, alors que les pygmées étaient minoritaires et c'est même le premier occupant du Congo. Et aujourd'hui, donc, la Constitution parle de la minorité au niveau de toutes les ethnies et tribus du Congo. Et lui, il revient maintenant sur cet aspect aujourd'hui pour en faire quoi? C'est pour distraire le pays, le Congolais. Et maintenant, comme conseil, s'agissant de Roubaix-Roi, s'agissant de leur stratagème, s'agissant de leur ethnie, nous nous insurgeons contre cette procédure, contre cette manie d'endormir encore le Congolais parce que il faut, je demande à Roubaix-Roi de bien lire les institutions politiques du Congo. Étant juriste, mais il doit aller encore plus loin. Il ne doit pas commencer à lire ces institutions qu'à partir des 60. Donc il doit aller plus loin à partir de l'État indépendant du Congo et avant même l'État indépendant du Congo, à partir de 2 explorations. Il comprendra mieux les tenants et aboutissants. Puisque pour parler des Rwandais et de leur réalité, de toutes les ethnies et les tribus que le Rwanda, n'est-ce pas, a en son sein, donc il n'y a que 2 ethnies, les Tutsis et les Hutus et les Twa. Mais chez nous, on en a plus de 450 et jamais nulle part il y a l'ethnie ou la tribu Tutsi. Il n'y en a pas chez nous. Et ça, c'est de 1. Et deuxièmement, pour avoir vraiment la vraie version, la bonne réalité, je demanderai à Roubaix-Roi et aux autres Tutsis et aux autres Congolais qui appuient cette thèse d'aller lire, n'est-ce pas, les travaux ayant trait, n'est-ce pas, à la colonisation durant cette époque en Allemagne, puisque le Rwanda, Burundi furent des colonies d'abord allemandes. Et après, elles sont devenues des colonies, donc des protectorats, n'est-ce pas, belges. Donc sous la direction de la SDN, Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Et moi je dirais ceci, il faut qu'on lise d'abord cette histoire qui est contenue, n'est-ce pas, dans des bibliothèques et musées en Allemagne. Et puis à partir de 1920, puisque quand on a réattribué ces colonies à la Belgique et à d'autres puissances de l'époque, donc pour le cas du Rwanda et du Burundi, donc il faut aller au musée de Tervuren en Belgique pour lire encore les documents et entrer à cela. Donc c'est-à-dire chez nous on a connu une colonisation appelée scientifique, puisqu'il y avait des médecins qui étaient venus pour éradiquer, n'est-ce pas, certaines maladies. Et puis après il y a eu des ethnologues pour étudier. Ce sont eux qui ont dit le Mongo dans son entièreté comprend, cette ethnie comprend tel peuple, tel peuple, tel peuple. Les Louba, tel peuple, tel peuple, tel peuple. Puisqu'ils étaient sur le terrain, ils sont allés sur le terrain, ils ont décortiqué élément par élément, ils ont fait des enquêtes, ils ont sillonné le pays pour s'entendre dire que tel peuple vit ici, par exemple, le Mongo vit dans le Bandundu, l'actuel Bandundu, sous-région de Maïndombe, c'est le même peuple qui a la même culture,
les mêmes mœurs dans, dans la forêt équatoriale, donc dans le cœur de la forêt équatoriale. Et c'est le même peuple éparpillé dans la forêt équatoriale aussi, à Kisangani. C'est le même peuple qui est aussi jusque dans les Kasaï et dans les Maniema, donc les Bakushu, et dans les Kasaï, c'est les Tétés là. Donc ce travail a été fait par les ethnologues sur le terrain. Ils ont sillonné et ce sont eux qui ont dénombré les ethnies. Ce sont eux qui ont donné la limite géographique des ethnies. Ce sont eux qui ont donné les noms des tribus, ethnies, etc. C'est un travail scientifique qui a été fait. Donc chez nous, donc, on a connu cette colonisation dite scientifique. Et aujourd'hui, évoquer des affres dont il a fait allusion, donc c'est comme si ce sont eux seulement, donc les Rwandais qui en ont souffert, alors que c'est tout le monde qui en ont souffert, tous les Africains, puisqu'il y a eu partage, il y a eu colonisation, il y a eu ceci, cela. Donc moi j'ai dit ceci, Azarias Rouberois veut nous amener plutôt dans son jeu, dans son double jeu, de nous balancer dans l'ethnocentrisme dont il est fait sciemment pour se dire il est meilleur, il est intelligent, sa race est meilleure et intelligente par rapport à d'autres races. Et vis-à-vis encore, il est fait à double niveau vis-à-vis de son peuple même, donc vis-à-vis des Hutus, donc les Tutsis se disent meilleurs, vis-à-vis encore ethnocentrisme vis-à-vis des Tutsis eux-mêmes, dans leur ethnie, lui aussi, puisqu'il a étudié, il s'est dit il est meilleur vis-à-vis des Hutus. Il prend maintenant l'étoffe des Tutsis pour se dire le meilleur, et vis-à-vis des Congolais, puisqu'il s'établit au Congo en tant que réfugié, en tant qu'étudiant réfugié, et maintenant il voudrait se dire meilleur, alors que nous, on le voit sous un autre œil, on sait que donc on ne peut plus rentrer dans son piège. Donc voilà, donc pour d'un côté il fait ça, d'autre côté c'est lui maintenant qui met des stratagèmes. Si on n'est pas prudent, on tombe, et pour se dire après au niveau des Occidentaux que voilà, nous on nous traite de ceci, cela, donc les Congolais sont xénophobes. C'est un discours qui ne tient pas debout aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous visons autre chose. Les Congolais visent autre chose, les Congolais ont d'autres objectifs. Donc M. Rouberois allait faire ça avec Kagame, allait faire ça ailleurs, pas chez nous. Nous vous avons reçu, donc à bras ouverts, comme on a reçu d'autres peuples africains, et ça se passe comme ça ailleurs aussi. Et seul peuple qui a créé ou qui crée des problèmes au Congo, c'est le peuple Tutsi. Et nous rappelons que le peuple Tutsi a vécu au Congo parce que il y avait une seule administration coloniale, l'administration belge, et le Belge avait la possibilité d'aller prendre, d'épuiser le peuple Tutsi, le peuple Hutu, de les prendre pour les amener au Congo afin de travailler dans des mines, dans des industries, etc. Surtout au Katanga, ça on le sait. Mais la Société des Nations en 1938, puisque la première transplantation a été faite en 1938, et la Société des Nations avait interdit à la Belgique d'attribuer, n'est-ce pas, la nationalité congolaise donc aux Tutsis, puisqu'ils ont leur nationalité, puisqu'ils étaient dans les protectorats. Et la deuxième vague, c'est 59. En 59, il y a eu des réfugiés Hutus, Tutsis, donc des Rwandais, pygmées même, qui sont venus s'installer chez nous. Et il y avait aussi, cette fois-là, l'ONU qui avait, par une résolution onusienne, avait demandé aux réfugiés du Rwanda, cette fois-là, de ne pas faire la politique chez nous au Congo. Et puis, la première manœuvre, puisqu'ils ont pénétré nos institutions, tellement ils étaient malins, ils sont rentrés un peu partout dans nos institutions pour occuper des postes stratégiques, dont le poste de directeur du cabinet, du directeur voilà, de la présidence de la République. Donc j'ai cité Bisenimana. Bisenimana avait occupé ce poste et c'est lui qui a tout fait
tout fait pour, n'est-ce pas, déranger toutes les institutions. Et en 72, il a tenté pour avoir la nationalité congolaise, la nationalité pour attribuer aux Tutsis collectivement la nationalité congolaise. En 81, le procès Vundoa est revenu en charge, n'est-ce pas, pour initier une loi qui est en vigueur jusqu'aujourd'hui pour que la nationalité congolaise soit demandée individuellement. C'est là où leur colère débute. C'est là où ils se sont, n'est-ce pas, désolidarisés de leurs frères africains, puisqu'ils habitaient chez nous comme des Africains, comme tous les Africains, mais eux, ils avaient d'autres ambitions pour nous envahir. C'est à partir de 81, c'est l'année historique. Cette année est évoquée dans cette interview par Rouberois. Cette année, moi, je l'avais évoquée d'après mes analyses en son temps dans une des vidéos, et aujourd'hui, Rouberois l'a évoqué. Il dit il allait souvent à ces messes écuméniques aux États-Unis depuis 2001. Ça reste à prouver. Il peut voyager, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi toujours l'année 2001? Or, c'est à partir de 2001, donc ils ont pris un autre virage pour plus tard venir envahir notre pays, puisqu'on leur a arraché notre nationalité. Donc le problème est là. Donc le vrai problème est là. Et au Congo, dont la nationalité congolaise est exclusive. Donc depuis 2001, ils n'ont plus cette nationalité. Donc ils n'ont plus notre nationalité depuis 2001. De 72 jusqu'à 2001, ils avaient cette nationalité. À partir de 81, ils n'ont plus cette nationalité. Donc voilà un peu un des grands problèmes. Et donc en 60, le 20 février 1960, il y avait quoi? Il y avait la table ronde, la conférence de la table ronde à Bruxelles. Donc, la table ronde a sorti quelques résolutions qui étaient applicables au pays juste avant l'indépendance. Donc, les 16 résolutions ont été appliquées à partir du 20 février 60 jusqu'au 19 mai 1960. Pourquoi cette date? Parce que de 1908 jusqu'à 1960, donc le 20 février 60, il y avait le pays, donc le Congo belge était régi par la charte coloniale. La charte coloniale, mais dans sa dernière partie, il y avait les résolutions donc, de la table ronde. Et à partir du 20 février jusqu'au 60 jusqu'au 19 mai 60, il y avait une sorte de transition qui n'est pas nommée clairement. Donc, et puis peu d'intellectuels, peu de juristes en parlent. Il y avait une transition. Il faut bien lire, par exemple, la résolution 8, puisqu'il y en avait 16 résolutions débattues et adoptées par les Congolais de l'époque, les Lumumba, les Kasavubu, les Kachamura. Kachamura était donc de Bukavu, dont le seul Congolais de Bukavu renommé à l'époque, c'était Kachamura. Il y avait des Iléo, il y avait des Bolikango, etc. Ils ont adopté 16 résolutions, dont peu d'intellectuels en parlent. Et nous vous en parlons aujourd'hui. Donc il y avait 16 résolutions qui ont dirigé donc, le pays dans cette petite période-là. C'est-à-dire il y avait une sorte de transition non nommée, non citée. Donc par exemple la résolution 7 relative à la constitution, à la constituante. Il y avait la résolution 7 relative à la constituante. Donc quand vous lisez ça, il y avait des dates. Il fallait organiser, donc il fallait que le président crée une commission de rédaction de la constitution, et puis avec date fixe, n'est-ce pas, de sa promulgation durant 5 ans ou 4 ans de travaux. Donc on l'avait appliqué après aussi. Il y avait la résolution 8 par exemple relative à la constitution et à la législation, n'est-ce pas, du futur État du Congo. Donc tout était prévu
par nos Congolais qui étaient à la table ronde. Il y avait la résolution 11, donc désignant les membres du Sénat, hein, membres des assemblées provinciales. Tout était là. Il y avait la résolution 12, par exemple, là où, quand vous lisez, vous verrez vraiment que, donc, vraiment, il y avait transition. Et dans la résolution 12, il y avait 6 membres congolais qui devaient travailler auprès du gouverneur général. Le gouverneur général, c'est lui qui représentait le roi, gouverneur général, et 3 membres encore devaient travailler auprès des gouverneurs généraux des provinces. Donc c'était vraiment la transition qui n'est pas nommée. Et donc à partir du 19 mai 60, et puis on devait organiser les élections du Premier ministre élection du Premier ministre et élection du président de la République. Donc tout ça, c'était contenu dans les travaux de cette table ronde. Donc c'était une sorte de transition. Et à partir du 30 juin, donc ils ont fait ça pour préparer, organiser les élections sénatoriales, élections, ceci, cela, pour avoir déjà des politiciens congolais qui devaient, n'est-ce pas, déjà s'assumer dans leurs tâches pour remplacer les Belges, les étrangers. Donc, enfin, les Belges devenus étrangers après 30 juin 60, les magistrats, comment ils devaient faire, comment on devait, n'est-ce pas, s'occuper des magistrats après 60. Il y avait de telles résolutions, donc des résolutions adoptées par nos parents politiques, donc en 60. Ils ont fait du grand travail et ce n'était pas des Tutsis aujourd'hui. Donc, nous sommes sur cette lancée, cette lignée, et on doit continuer. Et nous disons donc aux Congolais, bolanda makamo malamu, bolanda makama roubé roité, puisque baza comme ma biso na ba réflexion pour pas distraire bateau. Ameni biso gauche droite pour nous parler du dialogue. Et dialogue azolo bakezali malamu, dialogue ezali ceci pour vanter les dialogues. Tozali na biso wanate. Donc pour nous makama roubé roi, donc il faut beaucoup tanga mingi makamo eza na Belgique, et puis makamo ezali na ba musée à Belgique, et puis il y a Allemagne na yango to lobby, et puis to suki wana tozo senga vraiment na ba Congolais, il faut qu'on soit prudent et très prudent. Merci. Donc il faut qu'on soit prudent et très prudent. Donc Azares Roubé est fier d'être rwandais ou Tutsi. Au kumisa Tutsi ou au kumisa rwandais. Donc to suki wana merci.